Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un Kickstarter qui a commencé depuis peu chez Phalanx Game. Phalanx Game, vous connaissez entre autres pour leur dernier projet, excellent projet de Purple Haze. C'était au Vietnam, la guerre du Vietnam. Là, ça n'a rien à voir. Je vous projette et je vous emmène au 8e, 9e siècle. Nous allons traverser la mer pour partir dans les territoires anglais, britanniques, au moment où il y a encore pas mal de petits comtes, petits rois, et on se dispute tous la mainmise sur ce grand territoire. On va parler de Bretwalda, donc un jeu de Phalanx Game pour 1 à 4 joueurs. On va surtout s'intéresser à la partie 2 à 4 joueurs. C'est un jeu compétitif de contrôle de territoire qui va se jouer au nombre de points de victoire. Alors pour la petite anecdote, ou en tout cas histoire, Brett Walda, c'est simplement en fait un nom, un titre qui était donné à cette époque-là au roi qui gouvernait la plus grande partie, ou en tout cas au seigneur qui gouvernait la plus grande partie de ces territoires britanniques, anglo-saxons directement. On va retrouver donc 4 factions bien connues des amateurs de certaines séries sur un diffuseur que je ne citerai pas. Mais si je vous parle de Last Kingdom, si je vous parle de Viking, ça va vous parler, on va parler du Wessex, de Mercia, de Northumbrie et de East Anglia. Donc ces 4 royaumes qui se disputent la mainmise sur ce territoire. Le jeu se déroule sur ce grand plateau, alors c'était en version prototype, donc encore beaucoup d'améliorations et c'est presque du fait main, du fait maison, donc ne nous arrêtons pas sur la qualité du matériel. On va regarder un petit peu la mise en place, il y a beaucoup de choses, ça peut surprendre et faire peur. Donc on a un grand plateau avec ici la partie centrale qui représente la carte qui est divisée en territoires. Ces territoires pourront être des capitales, comme ici, à Théodoford, à Eoformic, ici et ici, donc 4 capitales, sur les capitales de départ des 4 joueurs, des cités, et puis des endroits plutôt de campagne ou des terres sans ville particulière. Lorsqu'on joue à Bretwalda, les 4 factions sont toujours jouées. Donc les bleus, les verts, les jaunes et les rouges. Je vais prendre les couleurs, ce sera plus simple. Les 4 factions sont toujours sur le terrain, même s'il n'y a que 2 joueurs, 3 joueurs. On met les 4 factions. Donc chacun récupère une faction et chacun récupère un plateau joueur. On va y revenir, récupère une couleur, s'installe sur sa capitale. Donc ici, si moi je suis joueur bleu, je m'installe ici avec donc différentes figurines. Il y a 4 types de figurines dans Bretwalda. Et d'abord votre figurine de prétendant au trône, elle est unique. Vous avez une figurine, c'est votre candidat au trône. Vous avez une figurine de ce que j'ai traduit par les nobles. Donc c'est voilà, des gens assez puissants. Vous avez des figurines vous avez 4 figurines de chevaliers. Voilà. Et puis vous avez des petites figurines de serfs, de paysans, qui ont la particularité au début de ne pas pouvoir se déplacer, qui sont vraiment recrutés pour des territoires. Donc on a ces 4 figurines, en fait ça se voit, si je les mets comme ça, à la taille, hein, voilà. Donc de la plus grande à la plus petite. Donc chacun récupère ses figures, on en a plusieurs, mais on en met une de chaque sur notre capitale. On met un petit marqueur de contrôle de territoire, puisque c'est un jeu de contrôle de territoire. On contrôle les territoires, ces territoires vont nous donner des points de victoire, on verra. Et puis on place ici un petit token de nourriture. Donc la nourriture est produite dans les territoires, donc entre notre capitale, et on en aura besoin à chaque tour de jeu. Chacun fait pareil. Donc là, j'ai mis en fait une mise en place pour 3 joueurs, donc il y a les verts et les jaunes. Les rouges, ici, ne sont pas joués, sont un peuple non-joueur. On fait exactement la même chose, sauf qu'on ne met pas de token de contrôle de territoire, ni de nourriture. Ensuite, on place des figurines grises, donc c'est imposé dans la mise en place. Ce sont là aussi des peuples non-joueurs, qui sont donc dispersés, qui contrôlent un certain nombre de territoires. Et puis on place ici des gros tokens sur certains territoires, sur les tokens des points de victoire. Lorsqu'on va contrôler les territoires en question, on va gagner des points de victoire. Si on perd le territoire en question, on va perdre des points de victoire. Donc justement, Bretwalda, ça se joue en points de victoire. On a ici une piste de points de victoire. Donc ici pour 3 joueurs, j'ai mis les 3 tokens de chaque couleur. On commence à 0 points de victoire. Et donc on va gagner des points de victoire de 3 façons différentes. Donc en contrôlant des territoires particuliers, j'irais nommer
on gagne des points de victoire, donc on va progresser sur la piste, on va pouvoir aussi régresser si on perd ces territoires. C'est la première façon de gagner des points de victoire. La deuxième faction, c'est que on va commencer la partie avec une carte d'objectif secrète. Et donc si on remplit l'objectif secret, on y arrivera, on gagne un point de victoire, sachant qu'on est limité à deux objectifs, à la réalisation de deux objectifs par partie, donc ça sera 2 points de victoire maximum avec les objectifs secrets. La dernière façon de gagner des points de victoire, c'est en construisant des abbayes, on va y revenir, on a des tokens d'abbayes qu'on va pouvoir construire sur nos territoires. Lorsqu'on contrôle 3 territoires avec des abbayes, donc il y a 3 abbayes, on gagne aussi là un point de victoire, c'est l'expansion du christianisme sur les terres. Si on perd ces territoires avec des abbayes, et bien pareil, on va redescendre en nombre de points de victoire. Donc les seuls points de victoire que vous conservez sont vos objectifs une fois que vous avez résolu avec un maximum de 2 points de victoire. Et il y a plusieurs façons que la partie s'arrête, et donc vous regardez qui sont les gagnants, quel prétendant va monter sur le trône. D'abord, ça peut être une victoire immédiate si on atteint un niveau de points de victoire qui dépend du nombre de joueurs. Donc à 2 joueurs, si un des 2 joueurs atteint 5 points de victoire, il gagne immédiatement la partie. À 3 joueurs, c'est 6 points de victoire. À 4 joueurs, c'est 7 points de victoire. Et puis là, vous voyez 5 joueurs, alors que c'est un jeu 1 à 4 joueurs. Peut-être qu'il y aura une extension 5e, 6e joueur. Et donc là, on peut déjà voir que 5 joueurs, c'est 8 points de victoire. Ça, c'est la première façon. Donc si un joueur atteint le nombre de points de victoire requis, il gagne immédiatement la partie. Deuxième façon de mettre fin à la partie, c'est si un joueur est éliminé, on verra, en ayant perdu ses différents prétendants, ils ont été tués et il n'a plus de prétendant au trône. La partie prend fin et on regarde qui a le plus de points de victoire et c'est ce joueur qui remporte la partie. Sinon, si ces 2 éléments n'arrivent pas, c'est en fait à la fin du 12e tour, on va jouer un certain nombre de tours avec un certain nombre de phases et en fait, donc quand notre petit ici compte tour arrive à la fin du 12e tour, c'est une fin de partie et là encore, on regarde le nombre de points de victoire pour déterminer le vainqueur. Alors justement, ça se joue en Bretel-Dois en 12 tours, avec à chaque fois dans une section des 4 saisons, donc avec le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver. Donc à chaque tour, on va commencer ici par le printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver. Et donc à chaque fois, à chaque tour, on va piocher une carte donc, de la saison considérée, et puis vous verrez, il se passe un certain nombre de choses. Pour terminer la présentation du matériel, on a ici chaque joueur a un plateau joueur, un grand plateau, et il commence la partie en fait avec donc une carte d'objectif secret qui garde secrètement, qui va devoir réaliser s'il le souhaite, c'est pas obligatoire pour gagner un point de victoire. Il a en main 2 cartes de seigneur, des lordships. Ce sont des cartes que vous voyez qui ont plusieurs utilités, qui en fait, peuvent être jouées à différents moments selon la carte. Elle peut être à votre tour de jeu, pendant une bataille, à une certaine phase, et qui vous donne un bonus. Ça peut être un bonus de déplacement, de nourriture, de combat. Ça peut être aussi utilisé comme des cartes d'or, ou au combat, on y reviendra. Et puis on a des tokens donc, de contrôle de territoire, on y reviendra comment est-ce qu'on contrôle les territoires. Et surtout, on a 3 cartes de prétendants au trône. Donc là, on a Beort Wolf, Miglaf et puis Conwolf. On joue avec les 3 prétendants. Lorsqu'on a un prétendant qui va mourir, puisqu'ils ont des points de vie, ici 3 points de vie, 2 points de vie. Lorsque le premier prétendant meurt, on continue la partie avec le 2e prétendant, puis avec le 3e prétendant. Et c'est là, si on perd le 3e prétendant, qu'on est éliminé de la partie. Et donc la partie peut prendre fin à la fin de ce tour. C'est les conditions de fin de partie. Quand on a un prétendant, celui-ci a un nombre de points de déplacement, donc c'est notre figurine, qui peut se déplacer donc un certain nombre de territoires par tour, ses points de vie. Son dé de combat, donc c'est un dé rouge plus fort. Et puis surtout, on a une capacité spéciale qui est liée à notre prétendant et qui donc va changer à chaque fois qu'on va changer de prétendant. Donc c'est relié à notre prétendant. Et puis chaque faction a une capacité qui est unique et qui donc est reliée au plateau, qui donc va être conservé tout au long du jeu. Donc pour l'Estangli, on verra, gagne 2 jetons de nourriture à la début de chaque printemps. Alors, il y a une dernière faction qui va arriver en jeu, et vous verrez, ce sont les Danois, les Vikings, qui vont débarquer et qui vont venir semer le chaos et des pillages sur les territoires.
Alors comment est-ce qu'on contrôle un territoire? Ben, c'est très simple. Il faut tout simplement, avec une de nos figurines, terminer son déplacement dans un territoire qui n'est pas occupé par une autre armée. Dans ce cas-là, eh ben, on va mettre notre petit token de contrôler le territoire et ce territoire nous appartient. Si par hasard le territoire appartient à un autre joueur, hop là, il a même pu partir depuis le temps, mais le territoire lui appartient. Si on arrive dans ce territoire-ci qui n'a pas d'unité, eh ben, on s'en empare et on retire le token de contrôle du territoire de l'adversaire. En revanche, s'il y a des unités, ici pour le bleu et rouge, il y aura un combat pour savoir qui remporte le combat. Voilà un peu un certain nombre d'éléments importants avant de commencer à ce qu'on joue à Breath Wild. Alors, donc les tours, au début de chaque tour, on va... alors déjà, on va désigner un prétendant au trône. Il va prendre ce petit token qui est important. Il va changer au fur et à mesure de la partie, puisque le joueur qui a ce marqueur de prétendant principal au trône, il va faire un certain nombre de choix. Il va être le premier joueur à jouer. Ensuite, il va pouvoir choisir en fait au début du tour dans quel sens on va jouer le tour, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens anti-horaire, donc horaire ou anti-horaire. Il va pouvoir casser les égalités, c'est lui qui décidera en cas d'égalité qui remporte l'égalité. En revanche, vous verrez, il aura un malus puisqu'il ne remportera pas, il ne pourra pas accéder à un certain nombre de pièces d'or. Alors, à chaque tour, donc, il y a 3 phases. Une phase de saison, où là, on va résoudre ce qui se passe par rapport à la saison, vous allez voir. Une phase d'action, on va jouer jusqu'à 2 actions parmi 4. Et puis, une phase où on va déterminer la priorité, qui est le prétendant pour le tour suivant, et se préparer au tour suivant. Alors, au début du tour, tout simplement, on regarde où on est, dans quelle saison on est, et puis on retourne donc la première carte de la saison, et on vient en appliquer les effets, tout simplement. Chaque carte vient avec un effet, donc qui va être un peu lié à la saison. Donc ici, par exemple, on va dire qu'on va payer une pièce d'or en moins lorsqu'on fera une action de développement pour l'achat de tuiles d'empire, on y reviendra, qui viennent ici sur notre plateau, ou de tuiles de développement qui viennent ici, de bâtiments qui viennent sur un territoire. Donc voilà, par exemple, là, on a une réduction d'une action de développement qu'on va voir après. Donc on laisse cette carte, et puis on va résoudre on va continuer ensuite le jeu. Une chose qui est importante, c'est que, hormis pour la phase de printemps, la phase d'été, d'automne et d'hiver, elles ont aussi, en plus de l'action qui lui est indiquée, donc ici, donc pour l'été, à chaque été, il y a une action, un événement, je dirais, qui est lié à la saison, à la carte, mais pour tous les étés, on fera arriver les Danois. Donc je vous montrerai comment ça se passe, les Danois vont arriver. Donc à chaque été, les Danois arrivent et débarquent. À chaque automne, en plus de l'action liée à la carte, les Danois et les unités neutres vont pouvoir bouger et attaquer, vous verrez comment. Et au printemps, en l'hiver, en plus donc de résoudre ce qui se passe, l'événement, on ne peut pas collecter de nourriture, impossible de faire de récolte. Et surtout, et vous verrez, il faudra nourrir nos unités, sinon elles vont mourir. Donc commençons par le printemps, donc on retourne une carte, on applique l'effet, et par contre il n'y a pas d'effet de saison, donc la phase de saison est très rapide. Ensuite on passe à une phase d'action, donc là le premier joueur, le joueur qui a le jeton de prétendant commence, choisit dans quel sens on va jouer le tour, dans le sens horaire ou anti-horaire, et puis commence par faire une action. Il a un choix parmi 4 actions, sachant qu'il va rejouer une deuxième fois quand tout le monde aura joué une première fois, donc il pourra faire 2 actions, comme tout le monde, 2 actions parmi 4 actions. La première action possible, c'est l'action de développement. On met, voilà, notre jeton d'action dès le développement, donc on ne pourra pas faire 2 fois la même action lors d'un même tour. L'action de développement, qu'est-ce qu'on peut faire? On achète une tuile, on peut acheter une tuile d'empire et acheter une tuile de bâtiment. Alors les tuiles d'empire, elles sont ici, elles sont liées aux joueurs, et en fait elles sont liées aussi aux actions. Il y a 2 emplacements par action, donc vous pourrez améliorer votre action 2 fois, sachant qu'à chaque fois il y a 3 tuiles qui sont liées aux actions, donc il faudra faire un choix. Donc ici il y a 3 tuiles qui sont liées à l'action de développement, 3 tuiles pour les actions suivantes, je vous les donnerai après. Donc là, action de développement, je peux acheter une tuile me coûte 3 pièces d'or, donc je dois
tout simplement, j'ai de l'or, je dois dépenser cet or, 3 pièces d'or. Et donc je choisis une tuile et je viens la mettre sous l'action considérée, et ça va venir améliorer mon action. Par exemple ici, ça me dit que les cités, si je suis attaqué dans une ville, et au lieu d'avoir un dé de défense, j'en aurai deux. On y reviendra. Ici, l'autre amélioration, par exemple, c'est que au lieu de pouvoir acheter un seul bâtiment lorsque je fais l'action de développement, je peux acheter autant de bâtiments que je veux, du moment que je les paye. Donc hop, j'aurais pu faire comme ça. Et puis par contre, la troisième tuile liée à l'action de développement, je ne peux pas la mettre puisque je n'ai pas la place, donc il y a un choix à faire. J'aurais pu bien sûr acheter d'autres types de tuiles qui ont des conséquences en termes de mouvement, en termes de combat, en termes de collecte d'impôts. Donc ça permet de développer et de spécialiser votre empire. Donc c'est la première chose à faire dans une action de développement, c'est acheter une tuile de royaume, et puis donc de construire un bâtiment. Il y a 4 types de bâtiments dans Bratolda. Donc on a les abbayes, je reprends, les greniers, les ports, on va dire, et puis les ateliers. Donc c'est pas les termes exacts que vous aurez en VF. C'est moi qui ai traduit comme ça, je ne sais pas quel terme sera traduit de la VO. Alors, chaque bâtiment, si vous construisez un bâtiment, c'est un bâtiment maximum par tour, sauf amélioration. Ça vous coûte 3 pièces d'or. Une abbaye, vous la mettez sur n'importe quel territoire. Un territoire ne peut contenir qu'un seul bâtiment. Donc, choisissez bien. Sauf votre capitale qui peut contenir 2 bâtiments différents. Si un joueur s'empare d'un territoire avec des bâtiments adverses, soit il le détruit, soit il peut s'en emparer, c'est à son choix. Donc, une abbaye sur n'importe quel territoire vous contrôlez, vous pouvez construire une abbaye. On est comme ça, on va dire, tac, donc ici, je construis une abbaye, 3 pièces d'or, et donc on me dit, les abbayes, l'intérêt des abbayes, c'est que toutes les 3 abbayes contrôlées, je gagne 1 point de victoire. Les greniers. Alors les greniers, eux, ils ne peuvent être construits que dans les villes qui produisent de la nourriture. Alors, vous avez un petit symbole ici de nourriture, hein, donc on le retrouve à différents endroits, donc ici à Norwich, bon, il y a différentes régions ici qui produisent de la nourriture. Je peux mettre à construire un grenier dans la région, c'est-à-dire qu'au lieu de produire une nourriture, elle en produira 2 nourritures à un certain moment. Le troisième, c'est le port. Donc ça, il faut construire dans une ville qui a un port. Donc ici, Bebomburg, Norwich, pareil, je peux construire un petit atelier de port. L'atelier de port, ce qui est pas mal, c'est qu'à tout moment, si je contrôle une ville avec un port, je peux échanger une nourriture contre 2 d'or, ou vice-versa. Ça me fait des relations commerciales. Enfin, l'atelier. C'est un territoire aussi avec une ville, et dans ce cas-là, lorsque je ferai une action de recrutement, je piocherai une carte ce que j'appelle les cartes de seigneur, de lordships, en main, ce qui me donnera bien sûr plus de possibilités. Donc de ces cartes qui sont un peu des cartes de joker, puisque à tout moment, du moment que je respecte la condition pour jouer cette carte, je peux la jouer avec le bonus qui est donné. Donc là, c'est l'action de développement si je joue ça. L'action de collecte, je vais donc récupérer de l'or et de la nourriture. Alors, la nourriture, tout simplement, je regarde toutes les villes que je contrôle avec des unités, et donc qui produisent de la nourriture. Donc ici, Norwich, ma capitale, donc différentes villes. Et dans ce cas-là, je prends, pour chaque territoire contrôlé, je prends un petit token de nourriture que je mets dans la cité en question. Donc cette production de nourriture est liée au territoire où elle est produite. Voilà, donc si je perds le territoire, je perdrai la nourriture, et c'est le joueur qui contrôle le territoire qui va s'emparer de la nourriture et qui sera bien pratique, en particulier au moment de l'hiver. L'or, en revanche, il est collecté et vous le mettez dans votre plateau empire, il est dans votre trésor de guerre, si je puis dire. Donc là, tout simplement, chaque territoire que vous contrôlez, avec des unités, vous rapporte un certain nombre de pièces d'or, donc c'est une pièce d'or le plus souvent, ou 2 pièces d'or pour certains territoires, comme la capitale. Donc là, cet or, vous le gardez, vous le conservez, et vous allez pouvoir donc l'utiliser. Le recrutement, donc c'est la troisième action que vous pouvez jouer. Vous allez pouvoir recruter des unités dans une ville, donc vous choisissez quelle ville vous allez recruter, et donc là, vous allez vraiment dépenser de l'argent pour recruter des unités. Donc le petit cerf, ça vous coûte une pièce d'or. Le chevalier, donc l'unité supérieure, ça coûte 3 pièces d'or.
Si vous avez plus et que vous avez besoin d'un petit noble, ça vous coûte 5 pièces d'or. Présent dans votre trône, bien sûr, on ne peut pas recruter. Donc une pièce, 3 pièces, 5 pièces. Donc on dépense notre argent et puis on vient mettre notre unité dans la cité qu'on a choisie et qui donc va se renforcer, si je puis dire. Et puis on peut aussi recruter un drakkar dans une cité où on a un port. Donc on la met sur la mer. Ça va être intéressant d'avoir un drakkar. Pour aller plus vite, ça nous fait un peu un système de pont ou pour déplacer des unités et donc prendre un revers ou contrôler les territoires qui sont encore sans mainmise particulière. La quatrième action, c'est l'action de mouvement, de déplacement. Donc là, en fait, on peut déplacer toutes vos unités, sauf vos petits paysans. Les pouvoirs les déplacer sont liés au territoire que vous les avez recrutés. Sauf si vous avez pris la tuile, il y a une tuile qui vous dit que vous pouvez, à partir de ce moment-là, vous pouvez... est-ce que je vais la trouver? Non, je ne peux pas la trouver. Mais il y a une tuile qui vous dit que maintenant, vous pouvez déplacer aussi vos paysans. Donc là, les unités ont un point de déplacement, 2 points de déplacement ou 3 points de déplacement. Et donc là, vous pouvez déplacer toutes vos unités et indépendamment les unes des autres. Donc dans le même territoire ou pas dans le même territoire. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Les coûts de déplacement sont lorsqu'on traverse une route, ça va être un point de déplacement. Lorsqu'on traverse des frontières un peu plus importantes comme une forêt, ça va être 2 points de déplacement. On peut aussi utiliser pour un point de déplacement, monter dans le drakkar, redescendre plus loin, donc dans un territoire qui est adjacent à la mer où se trouve le drakkar, et donc pour venir prendre par revers nos camarades. Donc avoir les drakkars, ça peut être intéressant pour aller plus vite, plus loin, plus facilement. Donc après la phase de saison, c'est la phase d'action. Donc le premier joueur joue une action, donc une parmi 4, développement, collecte d'impôts de nourriture, recrutement ou mouvement. Une fois que c'est fait, ça va être au jour suivant, etc., etc. Et quand ça revient à lui, il fait une deuxième action qui va être différente. Et on refait un tour. Et ça mettra fin à la phase d'action et on passera à la phase de priorité. Alors, il y a quand même des combats. Parce que lorsqu'on va se déplacer, on va se retrouver dans des secteurs qui sont, je dirais, sous mainmise d'adversaires. Alors, si on revient un petit peu sur une phase de saison, donc le printemps, il ne se passe rien de particulier. Genre, il y a l'événement qui est lié à la carte, mais il n'y a pas d'événement lié à la saison. Lorsqu'on arrive donc on pointe ici, au deuxième tour, on passe à l'été, on applique les effets qui sont indiqués, comme je vous disais, et puis là, les Danois arrivent. Donc les Danois, ils vont arriver, ils vont débarquer. Donc là, pour savoir où ils vont débarquer, on va faire une phase de pari secret. On dit qu'on a avancé un peu dans le jeu. Plutôt, on va faire tac, tac, tac. Il y a un joueur qui a un peu pris de l'avance, là, le joueur jaune. Il a 4 points de victoire. Le joueur bleu, moi-même, a 2 points de victoire. Et puis le dernier joueur, vert, a 1 point de victoire. Donc pour la phase de pari, donc, au moment de l'été, donc, pour savoir où vont arriver les Danois, on commence par regarder notre différence avec le joueur prétendant. Et on gagne en fait des pièces d'or qui sont utilisables uniquement à cette phase-ci. On gagne autant de pièces d'or que notre différence de points de victoire. Donc ici, moi, j'ai 2 points de victoire, le premier joueur a 4 points de victoire, donc j'aurai 2 pièces d'or supplémentaires. Alors que le joueur vu, lui, qui a 1 point de victoire par rapport à 4, il aurait 3 pièces d'or à utiliser. Et donc là, on fait un pari secret, donc avec les pièces d'or qu'on a gratuitement, si je peux dire, et avec les pièces d'or de notre trésor de guerre, on décide secrètement donc du total d'or qu'on va parier. Chacun choisit, on relève simultanément, et le joueur qui a la plus forte valeur, le plus fort pari, remporte justement ce pari. Donc déjà, on commence par défausser tout l'or qui était parié, gagné ou perdu, on le défausse. On défausse nos tokens d'or, si je puis dire, qu'on a gagné, alors qu'on a eu par rapport à notre placement dans la piste de points de victoire. Et donc le joueur qui a le plus gros pari remporte ce pari, il pioche autant de cartes d'arrivée danois que la valeur qu'il a parié. Donc ça va être intéressant parfois de parier très fort pour piocher 4, 3, 4, 5 cartes, parce qu'il va pouvoir, en fait, il va donc piocher ses cartes, et on va choisir une seule qui va appliquer. Ce sont un peu comme des cartes de risque. Dessus, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en fait un territoire
où débarquent les Danois. Donc là, à ce moment-là, on prend, hop là, et donc il a pris une carte, il l'a gardée, je vous la montrerai. On va chercher nos amis les Danois. Et donc là, plusieurs possibilités. Soit dans la zone de mer où sont arrivés les Vikings, il y a un bateau d'un autre joueur, dans ce cas il y a un combat maritime, on y reviendra, qui va se dérouler. Soit le joueur perd, il doit faire une retraite plus loin, et les Danois restent, les Vikings restent dans la mer où ils sont arrivés, ils débarqueront plus tard. Soit c'est les Danois qui perdent, et dans ce cas-là, eux-mêmes doivent faire une retraite dans une mer adjacente. Soit, et c'est là où le plus intéressant, il n'y a pas de navire d'un autre joueur. Dans ce cas, les Danois débarquent dans la zone qui est indiquée sur la carte. Donc là, plusieurs possibilités. Soit il n'y a aucune troupe particulière. Dans ce cas, ils vont y rester. Et fin, je dirais, de l'invasion danoise pour l'instant. Soit il y a une unité ennemie. Donc un joueur, un autre joueur ou même une figurine grise qui est présente sur le territoire. Dans ce cas, il y a aussi une phase de combat. Et donc là, soit c'est les Vikings qui gagnent et dans ce cas, le joueur vert doit fuir. Soit ce sont les joueurs qui gagnent. Et dans ce cas-là, les Danois sont rejetés à la mer dans leur bateau et reviendront plus tard. Alors les Vikings, quand même, ils sont un peu embêtants en particulier parce que quand ils rentrent dans un territoire, ils font du pillage. Et ils pillent en fait les territoires qui sont adjacents là où ils se trouvent. Donc ici, il y aurait du pillage dans cette zone-là, parce que c'est adjacent, et puis dans cette zone-là. Et qui dit pillage, et ben dit collecte impossible, donc impossible de récolter l'impôt en particulier, donc impossible de récolter de l'or. Si les Vikings sont amenés à bouger, par exemple s'ils viennent là à un moment donné, tac, et lui il disparaît, et ben ce qui se passe, c'est que bien sûr, les jetons de pillage, on les remet autour des zones où ils sont. Donc vraiment, il y a un système un peu de raid, donc de pillage, pas pillage, dans les zones. Si on veut retirer des jetons de pillage, il va falloir envoyer des troupes pour pouvoir enlever les jetons de pillage ou carrément tuer les troupes danoises. Donc là, on va les remettre. Bon, on va les laisser là. Tiens, très bien. Ils sont là. Ils sont en train de tout piller dans le secteur. Je vous expliquerai les combats après. Ça, c'est la phase donc de débarquement qui se passe en phase donc d'été. À l'automne, on a les Danois et les Vikings qui vont pouvoir bouger. Donc en plus de réaliser l'action qui est indiquée sur la carte, à chaque phase d'automne, les Danois et comment ça s'appelle, les peuples libres vont pouvoir bouger. Donc là, on commence une nouvelle fois par une phase de pari qui est exactement la même, c'est-à-dire que on regarde la différence sur la piste de points de victoire. Les joueurs qui sont en retrait gagnent autant que la différence en pièces d'or, utilisable immédiatement. C'est pour ça que c'est un jeton un peu différent, pour bien montrer que c'est utilisable uniquement lors de la phase de pari où on a gagné ces jetons, et ensuite on les défausse. Donc on gagne les jetons, on choisit la somme qu'on veut, et puis on parie. Alors là, pour les mouvements des Danois et des Vikings, il n'y a pas vraiment de perdant ou de perdant du gagnant à la phase de pari. Tous ceux qui ont parié vont pouvoir bouger des unités. En commençant par celui qui a parié le plus, pour terminer par le joueur qui a parié le moins. Et donc en fait, la valeur de l'or qu'on a engagé, qu'on a parié, c'est en fait cette valeur-là, cet or-là qui va nous permettre de bouger des unités. Tout simplement, par exemple, un paysan, donc ici, que j'appelle un paysan, moi un cerf, il faut que je paye une pièce d'or. Dans le pool que j'ai parié, si j'ai parié 5 pièces d'or, bah, je peux prendre une pièce d'or pour bouger ce paysan, et je peux le bouger de 3 cases maximum. Les nobles et chevaliers, donc c'est une figurine un peu plus grosse, le noble, il me coûte 5 pièces d'or pour le déplacer, lui, il me coûte 3 pièces d'or pour le déplacer, et eux, ils ne peuvent se déplacer que de 2 cases. Voilà. Sachant que c'est une unité qui a été déplacée, quand ce sera ensuite au joueur suivant de choisir quelle unité il déplace, il ne pourra pas rebouger une unité qui a été déplacée durant le même tour. Donc je peux moi choisir de bouger soit des unités neutres, si je peux dire, soit des vikings. Et donc là, bien sûr, je modifie les jetons de pillage
en fonction pour toujours rester autour de leur zone. Ce qui est intéressant, et on va le voir maintenant, bah, c'est d'envoyer des unités neutres dans des zones contrôlées par mes adversaires, et bien tout simplement pour qu'il y ait un combat, ou envoyer ces unités dans des zones que contrôle mon adversaire, mais il a laissé aucune unité. Donc par exemple ici, il y avait une abbaye dans cette ville, mais il a laissé aucune troupe en défense. Donc si je fais bouger une unité à l'intérieur, et ben ce qui se passe, c'est que l'abbaye va être détruite et les éventuels jetons de nourriture vont être détruits, et puis le joueur va faire perdre le contrôle de ce territoire. Donc ça peut être très intéressant. Donc pour la phase de déplacement, bien vous l'ayez en tête, c'est le joueur qui a le plus parié qui commence, et donc il va utiliser la somme qu'il a de parier, donc 3, 4, 5, 10 pièces d'or, pour bouger des unités. Donc chaque unité a un coût, donc le petit paysan, une pièce d'or, le chevalier 3 et le noble 5 pièces d'or, et il va se déplacer de 2 ou 3 cases, et une unité qui a été déplacée ne pourra plus être déplacée ensuite par les autres joueurs. On viendra au combat juste à la fin, comme ça on termine la partie hiver. Donc là, l'hiver, en plus d'appliquer l'effet lié à la carte, on va appliquer l'effet lié à la saison, donc d'hiver. Donc déjà, on ne peut pas récolter de nourriture. Donc si on fait une action de collecte d'or, on collecte que de l'or et on ne collecte pas de nourriture. Et ensuite, il faut nourrir nos troupes. Donc simplement, il faut dépenser un jeton de nourriture par troupe détenue, hormis notre prétendant au trône, parce qu'on considère que lui, il est nourri automatiquement. Donc dans les territoires que je contrôle, eh ben, je dois défausser un jeton de nourriture par unité contrôlée. Donc sur les 4, il faut 4 jetons de nourriture, 5 jetons de nourriture, etc. Si j'ai pas assez de jetons de nourriture, il faut que je défausse des unités. Eh ben, j'ai pas de quoi les nourrir, elles partent ou elles meurent. Donc attention, la phase d'hiver va être importante. Et donc tous les 4 tours, on recommence avec la phase de printemps, d'été, d'automne, hiver, etc. etc. Alors, donc vous l'avez compris, il peut quand même, et ça va être un des points centraux du jeu, des combats. Des combats entre joueurs si on se retrouve dans une même zone. Par exemple ici, alors, attends, on va un peu modifier le truc. Ici je suis là, et moi ici je me déplace en force parce que je veux récupérer ce territoire, parce qu'il y a un point de victoire qui est en jeu, par exemple. Donc si à ma phase de c'est comme ça, c'est le joueur rouge qui a le point de victoire. Si à ma phase de je joue une phase de mouvement, je me déplace, et donc là je peux venir combattre. Si un territoire à un moment donné donc, a des unités de deux camps différents, il y a combat. Alors comment se déroule un combat? Il va se dérouler en 2 tours identiques, donc maximum de tours, pas plus. Tout d'abord, il y a les cartes donc de Lordship, c'est les cartes de seigneur. Et bien souvent, on peut les jouer. À ce moment-là, en début de combat, et c'est en fonction des cartes qu'on a, c'est écrit dessus. C'est écrit quand est-ce qu'on la joue, au début de combat, après la bataille, avant la bataille, pendant la bataille. Donc là, si un joueur, l'attaquant, veut décider de jouer une carte, il peut jouer une carte. Le défenseur peut jouer une carte, il applique l'effet. Et ensuite, bah, l'attaquant peut rejouer une carte. Et comme ça, jusqu'à ce que les deux joueurs passent à ce moment-là. En ce moment-là, on va ensuite lancer les dés en fait. Donc les dés vont tout simplement dépendre des unités qu'on a. Donc il y a 3 types de dés. Il y a les dés blancs, orange et rouge. Un petit paysan, il lance un dé blanc. Un chevalier, il lance un dé orange. Et le noble, il lance un dé rouge. Votre prétendant au trône, ben, le type de dé qu'il lance, ça va dépendre de votre prétendant. Le plus souvent, c'est aussi un dé rouge. Donc vous prenez autant de... alors on va laisser le noble ici, et on dit que voilà, donc là je prends un des rouges pour mon roi, orange et blanc. Donc là, je vais lancer les dés. Mon adversaire va faire pareil. Donc lui, il va lancer là un dé blanc, un dé orange. Donc là, on lance les dés. Alors bien sûr, il y a une différence entre les dés, c'est le nombre de faces, je dirais, qui sont des réussites ou des échecs. Les faces blanches sont des échecs, et les réussites sont des épées ou des boucliers. Donc là, on compare selon les résultats entre l'attaquant et le défenseur, sachant qu'un bouclier annule une valeur d'attaque. Donc là, j'ai un bouclier là, une épée, donc le défenseur ferait 0 touche, et moi je ferais par contre, il n'y a pas une touche. Voilà. Si l'attaquant il attaque un endroit où il y a une ville,
et ben, le défenseur a un dé noir supplémentaire, c'est un dé qui ne donne euh, euh, que des boucliers. S'il attaque une capitale, il donne 2 dés noirs, donc beaucoup plus compliqué, puisqu'il va falloir donc dépasser ses valeurs de bouclier pour pouvoir infliger les dégâts. Donc justement, donc on fait la différence et on regarde le nombre de dégâts infligés, et à ce moment-là, on inflige les dégâts aux troupes adverses qui vont les conserver pour le deuxième tour, sachant que un paysan a 1 point de vie, s'il a un dégât, il meurt. Le chevalier a 2 points de vie, comme les dracars, et puis les nobles ont 3 points de vie. Le prétendant a un nombre de points de vie qui dépend de sa carte. Ici, il a 2 points de vie, ça pourrait être 3 points de vie. Comment est-ce qu'on met les points de vie? Tout simplement, on commence par les plus faibles unités, et à chaque fois, on maximise le point de vie pour les tuer. Donc là, si j'avais un point de vie, je serais obligé de le mettre sur mon petit paysan qui serait tué, qui disparaîtrait. Et puis donc on fait un deuxième tour, donc de la même façon, avec les cartes qu'on peut jouer, les lancers de dés, et on regarde un petit peu les blessures et ce qui reste. Alors, plusieurs cas. Bien sûr, si un joueur a toutes les unités qui sont tuées, l'attaquant, c'est l'attaquant qui a tué l'autre unité, va remporter le territoire et gagne les bonus qui sont potentiellement liés, ça peut être des points de victoire. Soit c'est le défenseur qui gagne, parce que il reste des unités. Dans ce cas, l'attaquant va devoir retraiter. Il n'aura pas aussi à s'emparer du territoire. Euh, Petite précision, si on le veut, entre le premier et le deuxième tour, donc entre les 2 tours de combat, l'attaquant et le défenseur peuvent stopper le combat et faire une retraite s'ils sentent que ça semble roussi. Dans ce cas, ils reviennent du secteur, pour l'attaquant revient du secteur là où il était, et le défenseur, s'il veut faire une retraite parce qu'il dit, bon, de toute façon, je vais me faire plumer, il doit partir dans un territoire qu'il contrôle, ou en tout cas, il n'y a personne, et donc pour pouvoir s'emparer pour pouvoir retraiter. Ça, c'est les combats, donc relativement simples, donc c'est vraiment des cartes qu'on joue. Et donc ensuite, le joueur, l'attaquant, lui va piocher 2 cartes, et il va, donc des cartes de seigneur, donc ce sont des cartes un peu bonus, un peu les cartes d'intrigue dans Dune Imperium. Il pioche 2 cartes d'intrigue, 2 cartes de chevalier. Il en choisit une qu'il garde et il défausse l'autre. Ou alors il défausse les 2 cartes et il pioche la première. À vous de choisir. Le défenseur, le perdant, pioche lui une seule carte. Soit il la conserve, soit il la défausse et il pioche la prochaine carte. Cette fois-ci, il est obligé de la garder. Donc ce sont des cartes qui viennent dans votre main et qui vous donnent des bonus donc, à jouer pendant votre tour, pendant une phase de déplacement, une phase de combat, une phase de recrutement. C'est clairement indiqué à quel moment vous devez jouer, cette carte. Et là, on a un peu prévu, on a même vu toutes les règles. Donc à chaque fois, voilà, on regarde les différentes actions, les différents points de victoire. Et puis si on arrive à une condition de fin de partie, je vous le rappelle, un joueur atteint les points de victoire requis pour remporter la partie immédiatement. Un joueur meurt, puisque donc si votre prétendant il va prendre des points de vie, des points de dégâts. S'il a autant de points de dégâts que de points de vie, il meurt. On prend votre prétendant suivant qui va arriver. Et jusqu'au 3e prétendant, et puis au 4e prétendant, par contre, là, c'est fini. Donc ça peut être une fin de partie, et regarde qui a le plus de points de victoire et qui donc remporte la partie. Donc voilà ce qu'on peut dire de Breath of the Wild. Donc c'est un jeu de contrôle de territoire qui joue en maximum 12 tours. Chaque tour, c'est une saison. Donc printemps, été, automne, hiver. On fait ça 3 fois. Donc chaque saison, il va être joué 3 fois. Et à chaque saison, il y a 3 phases. Une phase de saison, justement, où on pioche une carte de saison, on applique l'effet de la carte et l'effet de la saison. Au printemps, il n'y a pas d'effet. À l'été, les Danois vont débarquer. À l'automne, les Danois et les peuples non-joueurs peuvent se déplacer. Et à l'hiver, on ne peut pas récolter de nourriture. Et surtout, il faut payer 1 nourriture par troupe enrôlée et présente sur le terrain. Sinon, c'est la débandade et elles quittent le territoire. Phase d'action, on joue une action chacun son tour, puis une deuxième action parmi 4. Action de développement, action de collecte, action de recrutement, action de déplacement. Action, somme toute, assez logique, assez basique. Et puis, une 3e phase du coup, de priorité. En fait, on détermine le nouveau joueur, le nouveau prétendant, le nouveau joueur qui a le plus de points de victoire. On nettoie un petit peu notre zone et on est reparti pour un nouveau tour. Alors, si on veut commencer par les points un petit peu, je dirais, améliorés, puisque c'est un projet Kickstarter qui arrive, il y a, c'est
la lisibilité. Vous le voyez sur la vidéo. Alors, d'un côté, la, la patte graphique est superbe. On est vraiment plongé dans cette époque du 8e, 9e siècle, Moyen-Âge. On retrouve vraiment l'impression d'avoir des reproductions de tentures ou de dessins de l'époque. La DA est superbe. En revanche, en termes de lisibilité, c'est pas forcément toujours très simple le plateau de jeu parce qu'il y a un côté assez terne et assez uniforme en termes de couleurs. Donc, vous voyez, on voit pas forcément bien quelles sont les villes, quelles sont les cités, les endroits qui produisent de la nourriture, parce qu'il y a pas mal de tokens présents sur le plateau. Donc ça, en termes de lisibilité, voilà, c'est pas extra. Bon, après, c'est pas du matériel définitif, donc ça peut être largement amélioré. Ensuite, deuxième petit point, c'est la mise en place qui est un peu fastidieuse, puisqu'il faut mettre en place toutes les troupes. Même si on joue qu'à 2 joueurs, il faut mettre en place les quatre nations. Il faut mettre en place les figurines neutres. Donc là, il faut regarder dans la règle quel territoire, à quel type de comment ça s'appelle, d'unité les placer les points de victoire sur les différentes. Donc c'est un peu long. Mis à part ces deux aspects-là, eh bien, le jeu est vraiment super bien. Et c'est une excellente découverte. Alors, vous allez me dire, c'est un jeu de contrôle du territoire, oui. On dirait, bah, c'est un risque ou quelque chose comme ça. Mais non. Parce que là, en fait, et c'est ça le côté très intéressant du titre, c'est l'importance cruciale et majeure des peuples non-joueurs. Souvent, dans un jeu de contrôle du territoire, quand est-ce qu'il y a un peuple non-joueur, il est juste là pour faire tampon, pour faire chair à canon au début de partie. Il bouge pas, il se développe pas, il gagne rien. Les joueurs, il attaquent, ils récupèrent. Là, pas du tout. Les joueurs non-joueurs ont des actions à faire, puisque à chaque tour, ils vont pouvoir se déplacer, attaquer, en fonction de qui a parié le plus. Et donc, vous pouvez vraiment faire peser la balance en votre faveur, en attaquant un joueur pas derrière, avec un peuple non-joueur, si je peux dire, en les faisant perdre des points de victoire, parce qu'en prenant des territoires avec des abbayes, etc. Donc, il y a vraiment un côté très stratégique à ce que je vais faire. Est-ce que je vais parier comme or? Donc, qu'est-ce qu'il me faut comme or? Parce que l'or va aussi me servir à acheter des nouveaux bâtiments, à recruter. Donc, voilà. Sachant, c'est vrai que j'ai oublié sur la partie des cartes de seigneur, de lordships, vous pouvez l'utiliser aussi à tout moment de la défense, ça vaut 1 pièce d'or, donc ça permet de compléter. Et puis vous l'utilisez aussi en fin de combat. Vous pouvez utiliser autant de cartes que vous voulez en fin de combat, donc les défausser. Ça vous donne une épée d'attaque en plus par carte défaussée. Et tant qu'on est aux batailles, lorsque c'est une bataille qui implique un personnage non joueur, et ben tout simplement, c'est le joueur à la droite du joueur qui est actif, qui va combattre. Donc c'est le joueur qui va jouer les Danois ou les peuples non joueurs. Donc ça peut être vraiment intéressant de les mettre au bon endroit, au bon moment, d'attaquer. Ils ont vraiment un rôle primordial et crucial, puisque les Danois, ils peuvent vraiment, les Kimmer, vraiment mettre du pillage un peu partout et vous embêter, retirer des gens contre des territoires, retirer des points de victoire, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une excellente idée de cette importance des peuples non-joueurs qui d'habitude sont relégués 6e roue du carrosse et qui ne servent pas à grand-chose, là ils ont un vrai rôle. On a vraiment une sensation de course au point de victoire, puisque donc les cartes de mission, on peut en avoir 2 au maximum en main, et on peut donc en résoudre que 2 au maximum lors de la partie, donc ça fait 2 points de victoire. Le reste, il va falloir aller chercher les points de victoire, soit en contrôlant les territoires qui rapportent des points de victoire, soit en ayant au moins 3 abbayes sur des territoires qu'on contrôle, et où toutes les 3 abbayes, on gagne un point de victoire. Mais donc ces points de victoire, on peut les perdre. Donc à un moment, je monte, je descends, je remonte, je fais attention, j'attaque qui, j'attaque pas qui. Voilà, c'est tout ça à prendre en compte et qui est vraiment plutôt vraiment très sympa. Donc pour moi, c'est vraiment une super découverte. C'est vrai que je suis tombé sous le charme du design et de la patte graphique, même si je vous dis c'est pas très lisible et parfois c'est pas simple. Le design est quand même super chouette, on a vraiment l'impression de voir un vieux jeu et puis d'être transporté dans le Moyen-Âge, quoi. Donc très jolie découverte, donc le Kickstarter est en cours, donc c'est Bretwalda, un jeu compétitif 2 à 4 joueurs, donc de contrôle des territoires, avec des petits twists très sympas sur les personnages non joueurs et sur les actions liées aux saisons et les effets que ça peut appliquer pour le tour du jeu.
Donc très jolie découverte, moi je vous invite à vraiment aller jeter un coup d'œil à la page Kickstarter puisque le projet est lancé, puis si vous avez des questions sur les règles, des points de précision, parce que je ne vais pas rentrer dans les petits détails de certaines choses, pour pas vous perdre, et bien n'hésitez pas à poser la question en commentaire, je vous répondrai. Et puis moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, d'ici là, portez-vous bien, ciao les nipples.